Future qui disait, Marc qui disait de prendre des profits la semaine dernière, bon call en vrai. C'est plutôt quand est-ce qu'on vous dit de ne pas prendre des profits? C'est plutôt ça la question. En guise d'introduction, effectivement, ce soir, je voulais vous montrer, pour vous donner un peu de contexte, le chart du BLX. C'est l'indice sur TradingView, le Bitcoin Liquid Index, qui vous permet de remonter à 2010. Alors, quand il est comme ça en non logarithmique, le début, paraît complètement plat, hein. Quand on était autour de, de 1 $ à une cinquantaine, centaine de dollars, voire le premier millier de dollars qui était ici, en 2013. Et quand on regarde surtout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les 3 cycles précédents, ben, par exemple, le cycle de 2017-2018, il ressemble désormais à un tout petit, chapiteau, à un tout petit terrier de fourmis ici. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est ça. Ce qui s'est passé en 2021 et ce qui est en train de se passer depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, décembre 2024. Et quand on met les choses en perspective comme ça, en mensuel, eh bien, on peut quand même s'apercevoir que le mouvement, petit à petit, alors c'est pas dans des proportions de 2017 par rapport à 2021, mais on a quand même un mouvement qui est bel et bien avancé à partir du moment où on est venu autour des 100 000 dollars. Et qui plus est, comme vous le savez, c'est une zone qui est relativement clé, une zone charnière. On a un FIBO qui nous attend autour des 100 000. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent notamment mes amis de l'héliotisme, mais tout à l'heure, je regardais ça en mensuel et je me disais que dans tous les cas, qu'on ait fait quelque chose comme ça en 1, 2, 3, 4 et on serait sur la 5e vague, bah, c'est déjà validé en 5 vagues. Et ceux qui comptent en 3 vagues, en gros, on aurait fait un truc comme ça. Une première, une première comme ça, une deuxième corrective qui a duré les 7-8 mois et une troisième sur laquelle on serait. Donc, c'est vrai que quand on regarde les émissions, notamment de Vincent Gagne, qui sont très intéressantes, ou d'autres personnes, hein, puisque c'est toujours bon de regarder un peu l'avis de personnes que l'on considère modérées, eh bien, on peut voir, graphique à l'appui, en ayant une analyse technique qui est totalement, on va dire, à froid. On n'a pas d'émotion là-dedans quand on regarde le chart. On peut considérer effectivement que 100 000, c'est déjà un milestone des plus importants sur ce cycle. Ça correspond aussi à une capitalisation du Bitcoin au-dessus de 2000 milliards à lui tout seul. Et on l'a vu au niveau du crypto total, hein, récemment, on est venu chercher du 3660. Donc, bon, c'est pas encore le premier palier qu'on s'était fixé à 4000, 4400 ici. Mais petit à petit, on voit que voilà, on a eu un gros mois de volume. Et tout ceci est finalement conditionné, je pense, énormément pour la suite à ce qui va se dérouler ou non dans les prochaines semaines, et notamment sur l'introduction, l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier 2025. À ce compte-là, la seule inquiétude que j'ai au final, quand on regarde au global, on a quand même un tableau qui est assez positif d'un point de vue de l'élection du nouveau chairman de la SEC. On a Jérôme Powell qui a eu des mots positifs en comparant le Bitcoin à l'or. On voit peut-être un Microsoft qui, dans les prochains jours, pourrait avoir un avis positif sur mettre un tout petit pourcentage de sa trésorerie en BTC. Et également, on a vu passer tout à l'heure un tweet autour de Amazon. Dans tous les cas, ça reste beaucoup de pré-spéculation autour de tout ça, vous en conviendrez. Et la question qu'on devrait tous se poser légitimement aujourd'hui, et c'est là où je vais vous laisser la parole, Stan Garl et Manu, pour voir ce que vous en pensez de votre côté, c'est qu'advient-il de ces giga-bougies haussières qu'on a eues, et notamment depuis le break ici des 68 000, 70, en direction des 100 000, si jamais le marché n'obtient pas ce qu'il a pré-spéculé, justement, avec un chart qui est déjà quand même, quand on regarde comme ça en mensuel, pardon, assez vertical. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue du ressenti. C'est vrai qu'on n'a pas eu véritablement de blow-off top autour de 100 000, bien que
La première fois qu'on a dépassé un peu 100 000, on s'est retrouvé à 90, 92, qui ont été rachetés immédiatement. Ça a fait un peu un sabre laser, un dark mall, comme on les appelait à l'époque. Mais pour l'instant, c'est quand même... voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à cette fin d'année et la première partie, on va dire, du mois de janvier 2020. Dernier petit point pour contextualiser la chose. Dans la quotidienne de ce matin, je vous mettais en avant que les années électorales qui, bizarrement, à chaque fois, tombent au niveau des intronisations pile poil sur les années d'après halving, donc c'est-à-dire en général quand on est en pleine turbo bull run, eh bien on a eu 2 fois sur 2, les 2 dernières itérations, le cours qui a plongé d'à peu près un moins de 30%, un peu avant ou un peu après l'intronisation du nouveau président des États-Unis, peu importe qui était ce dernier. Donc tout ça mis bout à bout, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt sur la défensive pour le mois à venir, roulant de mi-décembre à mi-janvier et peut-être jusqu'à fin janvier? Est-ce que vous vous projetez toujours sur un avenir radieux pour le premier trimestre 2025, ce qui, au niveau du timing, devrait plutôt coller à ce qu'on a observé par le passé? Et est-ce que, selon vous, quand on regarde aussi du côté des altes, mais on en parlera dans un second temps, on a toujours ce jus pour venir chercher, dans un premier temps, un nouvel ATH pour les alts et par la suite, bien entendu, le price discovery sur lequel, pour le Crypto Total 3, on a buté après être venu titiller les anciens points hauts justement de novembre 2021. Donc je vais me remettre sur Bitcoin avant de parler des alts. Mais voilà, quand vous voyez ce graphique et au vu de ce qu'on a accompli jusqu'ici, que vous inspire tout ça, messieurs? Alors, salut tout le monde. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis ultra bull et je trouve que le cycle il est vraiment clean et je pense on est vraiment bien parti. Alors après, on va prendre un moins 30 hein, quand tu as dit, je sais pas quand est-ce qu'on va le prendre, mais on va le prendre. Après, je vois vraiment pas le cycle s'arrêter là. Tu disais au tout début, tu vois la petite crotte de 2017-2018. Moi, dans mon esprit, et je pense que je l'ai déjà dit depuis assez longtemps, je pense que le cycle de 2021 aura un petit peu la même tête. Alors peut-être pas aussi tassé, mais quelque chose qui soit quand même assez, assez rikiki comparé à ce qui nous attend. Je trouve en tout cas l'action de prix, que ce soit sur Bitcoin ou sur les alts, hyper saine. On a des pumps. Alors c'est vrai que la bougie, là, elle est incroyable, hein, l'avant-dernière bougie là, que tu as sur le graphe. Mais je pense qu'elle, justement, tu vois, elle prédit un peu ce qui va se passer pour la suite. Et, et donc, au bout du compte, je pense qu'on est vraiment dans un cycle où, si on doit aussi regarder un peu ce qui se passe autour, j'ai l'impression qu'on a fait le ménage parmi les mauvais acteurs. Tu vois, on a plus d'exchange crado, ils sont à peu près tous tombés. Ceux qui sont là ont survécu au bear market, donc ils ne vont pas non plus mourir en bull market. Les mauvais acteurs qu'on pouvait avoir, on a quand même on a des gourous qui veulent revenir, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore trop prononcé. Les protocoles qui sont là depuis longtemps commencent à performer, on commence à leur trouver de la valeur, etc. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je suis vraiment optimiste et des corrections là comme on a, alors j'ai pas regardé à combien on est exactement tout de suite maintenant, 97 000, si on appelle ça une correction de passer de 104 à 97, on peut dire que c'est une correction, mais c'est une correction correcte. Donc au final, je suis pas inquiet. Je trouve que tout est propre et que le plan se déroule comme prévu. Après, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je ne suis pas encore, entre guillemets, peut-être je me trompe, hein, mais je ne suis pas encore en prise de profit, en tout cas. Alors, de mon côté, je vais faire un peu l'avocat du diable sur ce coup-là, en disant que le marché est déjà en train de pricer le fait que, d'une certaine façon, les États-Unis vont constituer une réserve fédérale en Bitcoin. Mais la question est quand même, la question mérite d'être posée.
pourquoi les États-Unis auraient besoin d'une réserve fédérale en Bitcoin en sachant qu'ils ont déjà plus de 10% de la supply totale de Bitcoin. Je veux dire par là que en termes d'ETF Bitcoin, il y a déjà plus de ETF Bitcoin que de Bitcoin contrôlés par Satoshi. Il y a MicroStrategy en termes d'entreprises américaines et il y a certainement d'autres entreprises américaines qui détiennent du Bitcoin aussi, sans parler de potentiellement Microsoft, etc. Donc je me dis finalement, bah, le marché attend la possible mise en place d'une réserve fédérale. Mais sauf qu'il y a déjà beaucoup de Bitcoin qui sont contrôlés par les États-Unis et bah, les États-Unis pourraient dire en fait non, on n'a pas besoin de réserve fédérale, donc ça pourrait être une news bearish pour le marché crypto en général. Après, voilà, j'ai fait une thèse bearish parce qu'il fallait faire l'avocat du diable à un moment donné. Ouais, alors après, pour ce qui est BTC détenu par les ETF, par BlackRock, je modère en disant qu'il y a toujours encore dans notre monde, même si on tend vers de plus en plus de communisme en ce moment, à ce que je regarde, une différence entre des bitcoins qui sont détenus par des gens, par le privé, et des bitcoins qui sont détenus par le public, par les États. Pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Et si on est toujours dans un système qui tient la route, aujourd'hui, l'État ne fait la différence entre la propriété privée et ce qui appartient à l'État. Donc, au bout du compte, je ne suis pas assez d'accord pour dire que les États-Unis possèdent déjà 10% des bitcoins. En soi, c'est pas vrai. Il y a des entités qui en possèdent, qu'elles soient des sociétés ou qu'elles soient des particuliers. Après, oui, les ETF, c'est un peu particulier parce que c'est aussi une sorte de façon indirecte de détenir, mais on sait, nous, de notre côté, que détenir des bitcoins, c'est les avoir sur sa clé privée, alors que quand on a un ETF, c'est pas exactement la même chose. Donc, ça, je modérerais, entre guillemets, et ça ne m'empêcherait pas de penser que faire une réserve étatique de bitcoin, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Mais si ça doit avoir lieu, peut-être que les États-Unis donneront le coup d'envoi. Mais en tout cas, quand ça va se produire, je pense que tout le monde va y aller plus ou moins rapidement. Après, ça me paraît une nouvelle quand même qui peut être synonyme d'un top de bull market, tu vois. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Moi c'est le genre de news que j'attends pour me dire, oups, tu vois, si ça arrive vers mars-avril, ce genre de news, je vais me dire, bon, bah, on va même pas attendre mai, on s'est déjà fait avoir avec Coinbase et compagnie, c'est bon. On a d'une certaine façon, moi j'aurais compris et je sécuriserai une partie en tout cas. Je dis pas que voilà, tout sera dilapidé, mais en tout cas, ça aura un effet, et ça aura un effet, peut-être sur Bitcoin, un effet positif, mais sur le reste, pas forcément en tout cas. C'est décorrélé selon moi. Il y a des gens aussi qui défendent la thèse de dire que peu importe le résultat positif ou négatif pour la réserve, selon quand est-ce que ça arrive, ça pourrait effectivement déclencher le top local au printemps. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir. Là, c'est plus beaucoup à attendre. Hein. On est sur 4 à 6 semaines à peu près, si on compte vraiment à compter de maintenant. Donc, on aura des réponses bien assez tôt. Mais c'est vrai que ça va être une période de volatilité. Et quand on voit comme on est parti ici, justement, depuis l'élection du président des États-Unis, voilà, on a une contraction de prix qui est plutôt clean à court terme, plus ou moins autour de la zone des 100 000. Mais derrière, il va falloir que les actes suivent les paroles. Et on sait à ce compte-là, c'est un peu finalement le scénar qui s'était déroulé au cycle précédent, quand on était bloqué à un moment autour de 30-40 000 $, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qu'on avait Elon Musk, je pense que c'était sur cette bougie ici, on va passer en hebdomadaire, et on avait eu une bougie qui, voilà, il est là le cycle d'avant, on était bloqué par ici, là. Et on commençait à faire le yo-yo et un peu à repeindre nos calbutes. D'ailleurs, c'était une volatilité qui, en un mois de temps, avait balayé moins 31, moins 32%. Donc, ça n'était pas rien. Et au moment où on faisait un peu le yo-yo à 30 000, et c'est ce qui a déclenché vraiment cette verticalité de 30 à 60, grosso merdo,
on a Elon Musk qui sort de l'ombre et qui dit ben voilà, Tesla a acheté du Bitcoin. Et vraiment, c'était ce moment-là qui a permis de franchir cette zone des 30-40. Je m'en souviens vraiment parce que plus tard, en sens inverse, je crois que c'était 2 trimestres plus tard ou quelque chose dans ces eaux-là, ils en avaient un tout petit peu vendu. Et avant que les résultats trimestriels de Tesla apparaissent, le cours s'était déjà pris un shoot assez monumental. Et sans trop m'avancer, c'était soit sur la bougie d'avril 2021 ou celle qui est venue juste après ici, quand on a commencé à se prendre un peu les enfers, au moment où on pensait que tout allait monter ad vitam, le super cycle, et blablabli et blablabla. Après, le second top de 2021, il est un peu plus complexe à appréhender puisque, comme on le sait, après avoir fait le post-mortem, c'était FTX qui revendait des cryptos de leurs propres clients pour racheter au marché et faire des trucs complètement dégénérés. Donc, en gros, le cycle aurait pu et aurait dû s'arrêter au printemps 2021, au dernier cycle. Donc ça, c'est quand même des informations qu'il faut prendre en considération et se dire que oui, déjà, comme tu l'as dit Manu, même si tu es positif, et je pense qu'on l'est tous ici dans le fond, au final, il faut s'attendre à de la volatilité qui nous offrira des moins 10, moins 15, moins 20, peut-être jusqu'à moins 30, comme on l'a toujours fait sur les cycles précédents. Mais de mon côté, ça va se cantonner à est-ce qu'on a les promesses qui sont tenues, tout simplement. Et si on a un refus catégorique de Microsoft, de Amazon, de toutes ces méga structures qui donneraient un signal à tous les autres, et en même temps que Donald dit ouais bon, on va peut-être garder quelques BTC qu'on avait saisis, mais voilà, on en restera là pour l'instant. Pour moi, ça serait un peu décevant, tu vois, d'un point de vue de ce que attend le marché aujourd'hui. Je ne sais pas si le marché il attend tant que ça que Microsoft achète du Bitcoin en fait. J'ai pas l'impression que le marché en ait vraiment besoin. Aujourd'hui, ouais, si tu prends le truc à l'envers, c'est quel catalyseur il nous reste pour faire passer le Bitcoin de 100 à 150, 200, 250, sans des poids aussi lourds qui viennent justement catalyser. Alors, pour les 250, 300, je te rejoins. Si on n'a pas vraiment des achats massifs qui ne se passent pas au TC et qui se passent au marché, mais je ne vois pas Microsoft, Amazon acheter au marché comme des débiles. Et puis, je ne les vois pas acheter en plein milieu de cycle non plus forcément, tu vois. Donc, ce que je trouverais plus logique, c'est d'avoir un run qui se passe normalement. Donc, moi mes targets, ça n'a jamais été 300. Tu vois, je suis bullish, mais je n'ai jamais été bullish jusqu'à 300K. Je pense qu'à 180, on va déjà carrément manquer de carburant. Et le 180, étant donné la supply qu'on voit qui est disponible à l'achat sur les exchanges, etc., il suffit en fait qu'on pousse un peu le retail à rentrer dedans. Et à mon avis, ça suffit à faire ce qui nous manque pour, entre guillemets, finir ce cycle. Et c'est pour ça que je disais, après, une petite annonce on va faire une réserve stratégique. Tout le monde se dit, waouh, c'est génial, ça commence à acheter. Et là, faut pas oublier que la montée que l'on voit là, s'il y a des gens qui achètent, c'est qu'il y a des gens qui leur vendent. Hein. Donc, ça veut dire que la phase de distribution des baleines qui ont acheté aux alentours de 20 000, elle a déjà commencé. Et il y a un moment, ils vont arriver, ils n'auront plus de BTC à vendre. Hein. Alors, peut-être que MicroStrategy n'en vend pas, mais les autres, ce n'est pas le cas. Et ça va se voir sur quelques mois. Mais il y a un moment, ils en viennent à plus pouvoir vendre. Et donc voilà, moi, je me pose un peu sur cette narrative de quand ça va être trop beau pour être vrai, eh ben, ça va être trop beau pour être vrai, ça va siffler la fin de la récréation. Mais d'ici là, moi, je m'attends à quelque chose d'assez énorme en vrai. Alors après, hein, ça peut faire qu'un x2 sur Bitcoin. Ouais, mais du coup, sans catalyseur, qui achète du Bitcoin de 100 jusqu'à 180, les particuliers ou juste les ETF? Ça fait pas assez de flux. Oh, après, ça dépend de la supply disponible, tu vois. Et je pense que ça peut suffire même une hype comme d'habitude. Et qu'est-ce qui catalyse? Ce qui catalyse, en fait, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, ce qui catalyse, c'est le prix. Plus les gens voient Bitcoin monter, plus ils achètent de Bitcoin, en fait. Les gens de base, à part vous, bien sûr, hein, l'élite qui nous suivait ce soir, achètent dans le vert.
personne n'achète dans le rouge fluo comme on a pu le faire il y a quasiment 2 ans. Tout le monde achète dans le vert et je pense que plus on va avoir un Bitcoin qui monte, plus au bout du compte, on va avoir des gens qui vont vouloir rentrer et puis qui vont vouloir diversifier. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont mettre la maison sur Bitcoin, mais si tout le monde se dit, bon, tiens, si tel commence à en avoir en trésor, machin. Moi j'ai eu quelques retours de potes à moi qui m'ont dit j'ai un peu déconné quand on en avait parlé ensemble. Je voulais prendre un peu de Bitcoin sur la trésorerie de la boîte, etc. Je ne l'ai pas fait, mais je regrette maintenant. Et en fait, il y avait quand même quelques boîtes, il y a quelques boîtes qui ont de la trésor. Et quand tu as une entreprise, il y a vraiment quelque chose, quand on a une entreprise qui marche bien, entre guillemets, il y a vraiment quelque chose de rageant, c'est d'avoir de la trésorerie, c'est-à-dire d'avoir vraiment de l'oseille sur ton compte en banque et que cet argent ne travaille pas en fait. Alors, on te propose toujours un petit compte rémunéré à 0,5, à 1%, à 2%. Mais en vrai, quand tu vois les performances que peuvent faire Bitcoin et tout, ça peut être tentant de mettre pas forcément beaucoup. Tu ne vas pas mettre 50% de ta trésor sur Bitcoin, ce n'est pas ce que je dis. Mais dans l'absolu, franchement, tu peux mettre un 5-10%, ça ne met pas ton entreprise en danger. Et le truc, c'est que ça, c'est du retail, mais j'ai envie de dire c'est du retail plus, tu vois. Ça fait des nouveaux players, en fait, qui ne le faisaient pas avant. Et c'est des players aussi qui, si jamais leur actif, ils le mettent pour plusieurs années et que leur actif, il est quand même en baisse, je pense que c'est des choses que tu dois même pouvoir fiscalement déduire ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas quand tu es un particulier et que tu ne peux pas déduire tes moins-values, mais sur des actifs peut-être en société. Peut-être je dis une connerie, je ne suis pas sûr de moi, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut imaginer si ça rentre dans les actifs de ta boîte. Si tu as un actif qui s'est déprécié, normalement, tu peux mettre une perte sur le moment, quoi. Et après, oui, PME, peut-être, petites et moyennes entreprises, mais enfin voilà, je dis ça tranquille, ça ne veut pas dire que chaque PME dans le monde va prendre du Bitcoin, mais avant Microsoft, tu vois, je pense qu'il y a des players qui peuvent rentrer et ce n'est pas forcément besoin d'être aussi gros que Microsoft pour que ça se voit en fait sur le prix. Ouais, c'est intéressant comme. C'est une extrapolation, mais ça peut aider le retail. Tu vois, ce ne serait pas que le retail qui rentre, mais le retail un peu avec la TPE qui cherche aussi à faire bosser son oseille, parce que si les taux descendent, les trésoreries seront peut-être aussi moins bien rémunérées, etc. Et je te dis, moi, c'est le son de cloche que j'ai eu plusieurs fois ces derniers mois. J'ai au moins 2-3 chefs d'entreprise avec qui j'ai parlé et qui m'ont parlé de mettre du Bitcoin en trésor. Alors, même si ce n'était pas quelque chose de vraiment décidé dans leur tête, au bout du compte, c'était quelque chose qui, auparavant, aurait été inenvisageable, tu vois. Et là, la question, entre guillemets, commençait à se poser. Donc ça, et puis quand tu parles de Microsoft, d'Amazon, on voit qu'en fait, c'est une progression qui est en train de se faire un peu dans l'esprit de tout le monde, hors retail, mais maintenant dans les chefs d'entreprise, parce qu'ils voient bien que MicroStrategy, quand tu regardes le cours de son action, tu vois bien qu'au final, il y a une corrélation entre les deux. Et ils commencent à se rendre compte que le Bitcoin, même s'il a des drawdowns qui sont vraiment importants, au bout du compte, c'est pas fortement mauvais si c'est une stratégie moyen-long terme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'au niveau avec, etc. Tu vois, si tu peux le mettre en collatéral et franchement, ça commence à devenir intéressant parce que tu peux commencer à imaginer des montages qui peuvent être sympas. Plutôt que de mettre ton outil de production des fois en collatéral, tu pourrais imaginer avoir du BTC qui te servirait justement de collatéral pour monter encore un peu plus de dette si tu en as besoin, si ton activité est bonne, etc. Voilà quoi. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va revenir. Je lisais le chat en même temps. Donc pour toi, un mix réserve, entreprise, particulier et petit à petit, tout ça pousse dans le bon sens. Ouais, une adoption grandissante. Ouais, après ça c'est du moyen terme, ce que je veux dire. Après vraiment, moi j'oublie pas que les bull markets c'est complètement irrationnel et ça commence, on ne sait pas comment, ça finit d'un coup. Et là, moi j'ai vraiment l'impression de ma courte expérience, j'ai pas 3 cycles de recul non plus. Mais j'ai l'impression qu'on a une vibes un peu, comme je vous disais déjà les semaines précédentes, les mois précédents, que je sentais que ça allait changer. Et là, je sens une vibe saut 2020, tu vois, un petit peu.
C'est l'impression que j'ai, tu vois. Je sais pas comment. J'ai pas l'impression que, tu vois, le bull run, il est comme en 2017-2018 et qu'il va se finir à la fin du mois, tu vois, c'est-à-dire dans 15 jours ou dans 3 semaines. J'ai pas l'impression qu'on soit dans quelque chose qui soit, enfin, sauf Black Swan, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une dynamique un peu 2020 et que le meilleur reste à venir. Et tu te projettes plutôt sur le printemps ou sur l'automne, du coup, Bah, 2025? ça, c'est compliqué. J'ai vu beaucoup de gens se projeter à 1 an. Et c'est vrai que les cycles, en règle générale, ils durent. Mais moi, si je prends juste la crypto, parce que je trouve vraiment que la crypto, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un condensé et quelque chose en accéléré des marchés en règle générale. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, en DeFi, c'est que, notamment si je prends l'exemple du DeFi Summer d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, c'est qu'en fait, au plus on avance et plus les gens sont aguerris et plus il y a de gens qui suivent, plus en fait le timing a tendance à se raccourcir. Et c'est-à-dire, au début, on farmait, ça durait, je sais pas, 1 mois. Puis après, on farmait, ça durait 2 semaines. Et puis après, ça durait 1 semaine. Après, ça durait 1 journée. Après, ça durait 1 heure. Tu vois? Et on avait un raccourcissement comme ça. Et en fait, je pense que la prudence qui fait qu'on a de plus en plus, en fait, on a de plus en plus d'investisseurs avisés. Et cette prudence qu'on entend quand on parle en règle générale, quand on t'entend parler, je pense que tu n'es pas non plus le seul à avoir cette perception, c'est que bah, au final, ça puisse être un peu plus court que ça ne l'a été avant, par peur. Tu vois, comme il n'y a pas à manger pour tout le monde, bah, tu vois, premier servi, premier sorti, très bien, quoi. Et donc, moi, personnellement, de mon point de vue, je penserais pour un cycle qui soit plus court, donc je le verrais bien se finir avant l'été, quoi. Mais j'ai aucune certitude là-dessus. C'est un peu de la boule de cristal, hein, je ne vais pas te mentir, mais je sais pas, c'est mon feeling. Après, je suis assez d'accord avec ça. C'est que il y a le dicton qui dit sell in May et go away. Mais vu que tu l'as bien dit, Manu, on est dans un environnement où il y a de plus en plus de gens avisés et de plus en plus d'acteurs qui sont de plus en plus au fait des actus et qui sont de plus en plus réactifs. Donc le fait de tout vendre en mai, j'y crois de moins en moins. Tu vois, j'hésite à mon humble avis, j'hésite à vendre entre janvier et avril, mais pas en mai parce que c'est un peu trop. Vendre en mai est une opinion un peu trop populaire pour qu'on Je puisse sais en pas si tirer c'est parti. vraiment à chaque fois, si c'était pas plutôt avril quand ça commençait. En mai, on était déjà en baisse, non? Ouais, c'était après en 2021, c'était en avril que la baisse a commencé. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc, moi, j'ai tendance à voir les cours. Après, quand tu regardes vraiment les cycles, c'est des cycles de 4 ans, point. Il n'y a pas de feinte, hein. Mais si on part vraiment haut et qu'on part sur un super cycle, entre guillemets, c'est-à-dire que, comme on le disait la semaine dernière, avec un BTC qui perdra pas 70%, 75% cette fois-ci, mais qui se limitera à perdre 45, 50 maximum, au bout du compte, ça me paraît envisageable. Et après, je vois que tu traces des Fibos, CM, et je pense qu'on peut imaginer aussi, avec ces Fibos, avoir un peu une date, enfin peut-être pas une date, mais en tout cas une idée de jusqu'où ça peut aller, ce qui peut aussi aider à sortir au bon moment, parce que si la target elle est atteinte en mars, elle est atteinte en mars, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça irait plus haut? Il peut y avoir un excès final, mais en soi, peu de gens choperont l'excès final, quoi. Ouais, tout à fait. Non, là, je regardais, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris les retracements. Et en gros, tu vois, on resterait boule là, même si on faisait un 100 et quelques cas ici, là, le 0,382 à 70 000. On fait un moins de 32% et on remet pas en cause la trend haussière au niveau du chart. Mais bon, Oui. c'est pas le genre de truc. En fait, la problématique que j'ai aujourd'hui,
c'est que si on se pelait un moins 30 entre décembre et janvier, on avale l'intégralité de la bougie Trump ici. Et ça me poserait un vrai cas de conscience, tu vois, en mode pourquoi on revient de là où on a consolidé pendant 7-8 mois. Donc là, normalement, au point où on en est rendu, si la trend continue haussière pour le premier trimestre 2025, on n'est pas censé baisser en dessous de trucs comme 75-85 en gros au grand max. Et Ouais, plutôt même 80-85 d'ailleurs, tu vois. Là, le problème, je pense que c'est parce que tu es en mensuel. Parce que quand tu regardes le cycle d'avant, tu vois qu'on a eu des drawdowns de moins 30, mais en fait, en mensuel, on ne les a pas eu. Ça, c'est l'impression que tu as, hein, mais les bougies sont bleues, mais je me dis, ouais, mais si tu prends celle-là là, avec la salamèche qu'elle a ou même ouais. celle d'après, je te raconte pas en hebdo les amplitudes. Hein. Après, je suis. Désolé. Non, vas-y. Mais en tout cas, les amplitudes, elles sont énervées. Il suffit de voir la bougie qu'on a eue là, il y a de ça 3-4 jours, là, où on a eu une descente d'organes de Bitcoin de entre 6 et 7 000 $ en 5 minutes. Voilà ce que c'est Bitcoin à 100 000, quoi. C'est de la descente d'organes. Quand ça part. Et je vous rappelle qu'on a toujours des malins qui manipulent. Hein. Il y a des gens qui sont encore assez gros pour faire ce genre de bougie. Et voilà, hein, on nous dit dans le chat, ça a liquidé 500 millions en 1 heure. Je suis vraiment pas étonné. Hein. Mais ce genre de mouvement m'a pas choqué. Et ce genre de bougie, on n'avait pas vu de bougie de cette taille-là. Mais c'est vrai qu'elle elle impose le respect quand même. Et dans le chat, il y a plusieurs personnes qui disent moins de 30, faut pas abuser. C'est typiquement ce qu'on a fait entre le printemps et le début d'automne. Hein. On a fait moins de 32. Donc, se dire que le moins de 30 ne viendra pas, quand bien même il viendrait à 120 ou je sais pas à quel prix, tôt ou tard, le moins de 30, vous allez y passer. Hein. C'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand, en fait. C'est ça, je veux dire. En fait, je rejoins ton avis, CM, sur ce coup-là. C'est que si on devait se taper un moins 30% au cours d'un seul mois, eh bien, ce serait très inquiétant parce que on a vu à plusieurs reprises que le marché crypto était vraiment assez bien corrélé avec le marché américain. Donc, si jamais le marché crypto devait se prendre à moins 30 en l'espace d'un mois, eh bien, ça voudrait dire que le marché américain a un problème. Et là, pour le coup, ça soulève beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le marché américain, il pète le feu. Hein. Je regarde, il est encore en ATH. Oui, les États-Unis, ça se passe bien. Après, le seul petit souci que j'ai, mais comme j'ai pas encore tout recoupé, je peux pas encore vous en parler de façon, on va dire, factuelle, c'est la liquidité. Et aux États-Unis, on voit qu'elle est sur une très belle dynamique. Ici, c'est la courbe bleue. Mais la liquidité mondiale globale, ça fait quelques itérations qu'elle chute. Alors même que la Chine sont censés faire du QE. Donc, je ne sais pas trop qui joue à quoi, tu vois, sur ça. En Chine, hein. Il y a le QE en Chine qui arrive, il y a le QE qui arrive en Corée. Ouais, mais pourquoi à ce moment-là, la liquidité mondiale globale, elle descend? Alors après, je ne connais pas exactement les mécanismes, mais étant donné qu'ils ont changé en fait de narrative où avant ils injectaient directement la moula dans l'économie et que au final après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont plutôt injecté directement dans les banques pour qu'elles puissent en fait assurer tout ce qui était repo, etc. Donc c'est-à-dire les échanges intraday entre les banques pour qu'elles puissent se faire confiance en fait. Donc comme si l'État se portait garant en fait des sommes qui transitaient. Le QE, c'est le quantitative easing, hein, c'est-à-dire que c'est quand on décide d'imprimer de la monnaie, tout simplement. Ce qu'ils ont fait en mars 2020 dans des quantités astronomiques. Non, astronomique. Alors, j'ai revu les trucs, c'est 80% des dollars qui ont moins de 5 ans. Donc, je vous laisse imaginer, c'est n'importe quoi. Donc, de toute façon, ça finira par se payer à un moment ou à un autre. De toute façon, on l'a sur le chart. Hein. Regardez la montée, la verticale, c'est là. Mars 2020, février-mars, on est passé de 15,4 trillions à 22.
Voilà. Ouais, je crois les mecs qui se sont dit, bon, on va imprimer quelques milliers ou dizaines de milliers de milliards, ça passera crème, voilà. Oui, puis après, les tokenomics, elles sont solides, hein, franchement. Là, ouais, mais bon, c'est pas tous les shitcoins qui impriment comme ils veulent et avec la confiance du peuple. Enfin, du monde entier, j'ai envie de dire. Par contre, le jour où on a de nouveau un chart qui nous fait la verticale comme mars 2020, là oui, c'est sûr que le Bitcoin, il va à 200 000 en ligne droite. Ah mais oui. voilà, ça va être assez contextuel. Il y a également pour les États-Unis, d'ailleurs, puisque assez peu de monde en parle actuellement, un risque de stagflation pour 2025-2026. Donc d'un côté, les banques et les hedge funds sont positifs pour les États-Unis. Il y a des recommandations d'achat qui continuent de tomber et tout ça pour le SP500 pour les 1 à 2 ans à venir. Et d'un autre côté, ben, tu as certains analystes qui commencent à dire ouais, mais les gars, c'est bien beau, mais on a quand même des ralentissements, tu vois, sur certains indicateurs. Donc, qui aura raison, comme d'habitude, hein, une fois que. Ouais. Mais de toute façon, je pense que tout le monde a raison sur les marchés suffisamment longtemps justement pour alimenter les moments aussi. Hein. Et puis au bout d'un moment, tu as les Cassandres de temps en temps qui finissent aussi par avoir raison. Mais historiquement parlant, on est plus souvent en boule qu'en bear sur les marchés financiers. Donc ça devrait aussi vous donner une indication sur le fait de rester positif plutôt que tout le temps pessimiste. Quand bien même depuis 2-3 ans maintenant, je suis qualifié du perma-bear. Écoute, je suis passé du perma-bull au perma-bear, au moins, comme ça, il n'y a pas de juste milieu. T'es perma-prudent, mais d'un autre côté, c'est très très bon d'entendre ça en règle générale. C'est si vous voulez entendre acheter ce truc-là, ça va faire x1000, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais d'un autre côté, on est là aussi pour, bon, tu vois, là, je me suis permis de contrebalancer un petit peu ta prudence avec un petit peu d'enthousiasme, mais je reste d'accord avec toi sur les grandes lignes. En fait, c'est une question d'échelle de temps, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que à moyen long terme, tu as raison, quoi. Il faut rester prudent et puis l'investissement, ça prend du temps. Un bag, ça se construit avec les années, pas avec les mois. Après, on en revient aux discussions qu'on avait les dernières fois où, ok, j'arrive en crypto, j'ai 1000 balles, j'ai 2000 balles, qu'est-ce que je fais? Ouais, bah, c'est vrai que si tu vas sur Bitcoin, c'est tes petits-enfants qui risquent d'être riches, tu vois. Et toi, ça risque d'être plus compliqué avec 1000 balles, tu vois. Mais à ce moment-là, effectivement, tu prends plus de risques. Avec un petit peu plus de capital, tu peux diversifier un petit peu plus pour justement avoir quelque chose qui soit plus sympa en termes de rendement, même si ce n'est pas une roquette to the moon, tu vois. Donc il faut gérer entre enthousiasme, envie et lucidité. Yes. Un petit coup d'œil à Ether qui nous fait un petit pullback des 4000 vers les 3008 actuellement. Donc toujours dans la consolidation qu'on s'était matérialisé. Plutôt propre. Après, malgré tout, toujours en retard par rapport à Bitcoin. Et je suppose que dans le même laps de temps, on a ETH-BTC qui se reprend un tout petit peu de plomb dans l'aile, mais pas trop. Ça a l'air plutôt de pas trop mal se maintenir. Donc ça irait dans le sens des thèses, on va dire, cycliques. On a ETH-BTC qui est censé bottom entre décembre et janvier, si on s'en fie au cycle précédent. Donc là aussi, on est plutôt dans les clous finalement. Ouais, moi, tu vois, dans le chat, on a Des qui nous dit que lui, il pense qu'on est sur les dernières périodes pour recharger et en 2025, après, ce sera trop tard. Effectivement, les recharges tardives. Alors, moi, je préfère recharger sur des plus grosses baisses que ce qu'on a aujourd'hui. Hein, mais si, par exemple, cette semaine, ça continue, effectivement, c'est le genre de signal que moi, j'apprécie pour pouvoir remettre une cartouche quand j'en ai la possibilité. Mais sinon, effectivement, on va arriver au moment où c'est un peu gênant, un peu malaisant quand les gens viennent vous dire ah, c'est la crypto, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'achète? Alors qu'on est tous en train de chercher des positions de vente, c'est compliqué de les envoyer au casse-pipe sur des positions d'achat où au final, la hausse est limitée, quoi. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça, tu vois,
il y a pas mal de monde qui m'a réclamé le fameux top 20 2025 et tout. Ouais. Mais déjà dans celui de 2023, qui était pile poil au bon endroit au bon moment, il est toujours valide. Mais en plus, le risque qu'on prend là à faire un top pour 2025, c'est qu'il y a déjà une bonne majorité des altes qui sont très avancées sur le chart et sur le planning. Donc ça sous-entend qu'on aura bel et bien une alt season telle qu'on l'a toujours eu par le passé, avec une Bitcoin dominance qui repère peut-être pas des dizaines et des dizaines de pourcents, mais à minima, voilà, 10-15%, et qui nous donnerait de nouveau de l'air du côté des altes. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué en fait à naviguer là quand on est dans l'entre-deux, où on sent qu'on est quand même déjà bien avancé sur le cycle haussier, mais d'un autre côté, comme tu dis, il y a beaucoup d'espoir d'un Bitcoin à 150 000, d'une Bitcoin dominance qui chuterait beaucoup pour une belle alt season, et tout ça mélangé, ben ça nous donne la situation dans laquelle on est actuellement, tout simplement. Et c'est vrai qu'à ce compte-là, moi, ça fait un bon moment que j'en parle sur la chaîne, hein. J'ai beaucoup de mal à me dire que à chaque fois, on va reproduire le même motif et que tout le monde va gagner beaucoup d'argent et que tout ira bien. Et encore que pour les alts, de ce que j'ai observé, mis à part quelques cas spécifiques comme XRP ou les DinoCoin qui se sont réveillés d'entre les morts, on a tout juste récupéré aujourd'hui sur les alts les points hauts sur lesquels on était au printemps. On n'a pas surperformé. Donc c'est soit les alts vont décevoir plus tard, soit effectivement on n'a pas encore débuté l'alt season. Mais de quel côté tu places le curseur? Bon, compliqué, hein. Moi, je pense que la liquidité, elle s'est quand même un peu diluée avec le nombre d'altcoins qui sont sortis. Franchement, le drainage aussi via les mêmes coins, via tout ça. Au bout du compte, je ne sais pas si on pourra revoir. Il y aura quelques altcoins qui feront leur fois 1000, etc. Mais je suis pas sûr que des Shiba Inu, tu vois, ça va courir toutes les rues, quoi. Tu vois, il y en aura quelques-uns, mais même ceux-là, j'ai envie de dire, ils sont déjà hauts. Si tu penses au PP, si tu penses au WIF, tu vois, les trucs comme ça, c'est déjà même un peu loupé, tu vois, le train. Après, on peut se poser la question de si le fait de parler d'alt season a encore du sens. Parce que on le voit de plus en plus maintenant. Ce sont des tendances spécifiques qui provoquent la montée de certains coins au détriment de certains autres, tu vois. Il y avait, là pour le coup, on avait la tendance des mêmes coins. Ça a duré quelques temps. Là, on voit que c'était en train de s'essouffler. Là, il y a la DeFi qui est en train de revenir sur le devant de la scène, mais en même temps, il y a aussi plein d'autres trucs, comme par exemple les marchés prédictifs, et c'est surtout grâce à Polymarket que ça a pu être popularisé. Donc, le fait de parler d'alt season, c'est carrément devenu trop vaste à mon humble avis. C'est que faut sectionner avec des secteurs bien précis, et à partir de là, il faut se renseigner sur ces secteurs en question et puis voir si ça nous branche de se placer dessus ou pas du tout. Bon, moi, en tout cas, je reste toujours assez raccord avec le fait que les alt season, comme on le disait à l'époque, faire pumper des alts, c'est pour mieux les vendre et acheter du BTC avec, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose, entre guillemets, qui change pas vraiment. Et c'est tellement plus facile de faire pumper des alts sans liquidité, etc. Et un peu d'enfumer les gens, hein, j'ai envie de dire, hein, un truc qui a 6-0 après la virgule et qu'on dit il va à $1, je suis refait, enfin tu vois, avec une supply de 12 000 milliards de tokens, etc. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont faits pour enfumer les gens. Je pense que tout le monde n'est pas assez encore éduqué et ça marchera encore. Donc il y a moyen, à mon avis, qu'il y ait des belles opportunités. Peut-être que sur les coins un peu plus assis, eh ben, peut-être que le fondamental va plus jouer. Tu vois, si vraiment il n'y a pas moyen que ça fonctionne bien, il y a des coins qui risquent de peut-être pas se relever aussi bien que leur holder l'aurait voulu. Mais en tout cas, au bout du compte, oui, non, Nalt Season, non, on n'a pas eu encore de bull run. Enfin, le bull run jouera. Enfin, pour moi, quand j'entends bull run, c'est
J'entends, je vois des 20% par jour sur des tokens, tu vois. Et ça, on l'a pas eu encore. L'excès, on l'a pas eu. Et donc, tant qu'on n'a pas eu l'excès, pour moi, le cycle, il est clairement pas fini. Après, c'est possible, mais c'est une phrase aussi que je trouve toujours un peu flippante. On n'a pas eu de bull run. Non, on a un bull market. Mais moi, ce que je te parle, non, je te parle de l'excès. On n'a pas eu encore l'excès. Oui. L'excès où c'est vraiment, tu vois, genre, pour l'instant, c'est simple. On ne s'est pas dit c'est n'importe quoi, tu vois, encore. On s'est dit c'est n'importe quoi sur certains sujets particuliers où on s'est dit oh, les gens sont graves, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais au final, le truc où tu te réveilles, tu vois que pendant une semaine, tu es à plus 20 sur tous les tokens partout, que ça commence à danser sur TikTok, que tout le monde se voit milliardaire. Et puis, tu veux que je te dise, sur Twitter, j'ai pas vu encore les lambeaux, j'ai pas vu les montres. Donc, c'est que ça n'a pas vendu encore. Si. Peu, mais pas beaucoup, il y en a de partout. Non. Si. T'en as de partout. Bah, sur les comptes anglo, EN, US, Dubaï et tout, t'inquiète. Il y en a un paquet. Ah oui. J'en ai pas eu encore plein ma timeline. Et notamment autour de l'airdrop de Hyperliquid qui a rendu des gens millionnaires comme ça en un drop, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi pour l'extrême euphorie à la rigueur. Là où, en gros, je peux vous donner un tips par rapport au Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en mode est-ce que je prends des profits autour de 100 000 ? Et la question, en fait, il faut la poser à l'envers. C'est est-ce que si je vends aujourd'hui une portion de Bitcoin, on va dire 0,1 Bitcoin à 100 000, c'est-à-dire 10 000 $, est-ce que plus tard, j'estime que je vais pouvoir en avoir moins cher? Et à ce compte-là, vous me direz toujours ce que vous en pensez, si c'est moi qui pense de travers. Est-ce que quand bien même on aura un Bitcoin à 150 ou 200 000 sur le top de ce cycle, vous ne le voyez pas revenir au cours du prochain bear sous les 100 000? Déjà, bonsoir. Et moi, je le verrais. C'est l'hésitation qui tue en mode. Salut, Flo. Allez, lance-toi. Bah, non, moi, je le verrais bien repasser en dessous des 100K, pour être honnête. En fait, surtout, je le verrais bien aller rechercher l'ex-ATH qu'on avait fait en 2021, pardon. Donc, à savoir les 60-70. Après, voilà, Bon, de toute façon, je suis pro-Ether, donc je vois même pas pourquoi est-ce que je me prononce en fait. Mais non, concrètement, là, je le verrais revenir dans ces environs-là, qu'on aille à 200-250 000 ou pas. Dans tous les cas, je ne le vois pas forcément aller plus haut que 150. Donc derrière, si effectivement il y a un excès haussier, il y aura forcément un excès baissier. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, toujours dans une optique de prise de profit, pour les personnes comme ça qui se projettent aller, on va dire, sur 150, c'est notre box verte. On l'avait mise avant le breakout. Donc, au moins, c'est carré par rapport à ce qu'on a annoncé en amont. Prise de profit, prise de profit, prise de profit, prise de profit. On continue la parabole. Et à partir du moment où on va commencer à faire ça, l'argent qu'on a pris tout le long ici à partir des 100 000 jusqu'aux 150 000, dès lors qu'on va commencer à passer sous nos premières zones de profit, DCA, 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 DCA et DCA. Et je veux dire, il y a tout le monde en ce moment qui me demande mais pourquoi on prend des profits, comment, où, quel timing, machin, bidule. C'est aussi simple que ce que je viens de vous dire. La stratégie basique, elle tient comme ça dans un DCA d'entrée et dans un DCA de sortie. Et la question à se poser systématiquement, c'est si je vends une portion de Bitcoin à 100 000, est-ce que j'estime sur un horizon de temps moyen terme, 6 mois, 12 mois, 18 mois, que je vais pouvoir racheter un petit peu plus de Bitcoin moins cher. Et à partir du moment où vous êtes à peu près convaincu que oui, vous pourrez vous racheter un peu moins cher, là, ça vaut le coup, effectivement, de prendre vos profits. Si, à contrario, vous pensez que vous n'avez pas l'expérience ou que vous vous projetez sur un horizon de temps de 5 ou 10 ans où le prix du Bitcoin est censé être beaucoup plus haut dans quelques cycles de plus, bien entendu que ce que je suis en train de raconter là ne s'adresse pas à vous. Mais à partir du moment où vous jouez le cycle et que vous rentrez en DCA une fois tous les 4 ans et que vous sortez en DCA une fois tous les 4 ans, ou allez, on va dire tous les 2 ans, pour faire un truc à peu près équitable,
ben ça, c'est une stratégie qui est extrêmement basique et qui peut vous rendre bien des services. Et vous verrez que globalement, là aussi, j'ai pas envie de faire du Nostradamus ou un truc comme ça, mais on a tendance à la fois beaucoup trop surestimer les targets potentiels de hausse en nous racontant de belles histoires comme on le faisait déjà au cycle précédent. Et vous verrez que sur ce cycle, ça sera très certainement la même musique, malheureusement. De même qu'on sous-estime la capacité du marché à nous faire, à partir, admettons que le top soit à 150 000, on fait le blow-off top, hop, on commence à faire ça, le dead cat bounce, et derrière, on commence à s'enfoncer. Oui, non, on avait un support à 73 000, on travaille un peu ici, bam, petite bougie, on se retrouve à 50. Et là, ça commence à parler toutes les langues, même celles que vous ne parlez pas, bien entendu. Et je dis 50 avec un top à 150, mais c'est encore gentil, hein, pour être tout à fait honnête, puisque ça nous ferait une baisse. Je vais vous la mesurer. Si on fait 150-50, d'à peu près 67%. Au cycle précédent, on a fait 75-77. On était à 77-78. Donc, j'essaie en plus d'appliquer un diminishing return. Et admettons qu'on ne chope pas les 150, mais qu'on s'arrête un peu avant, à 120 ou quelque chose dans ces eaux-là. Un retour à 50, ça fait même pas un moins 60%. Donc voilà, ce n'est pas des objectifs qui sont pessimistes ou complètement sortis du chapeau ou des trucs comme ça. C'est juste pour vous contextualiser un tout petit peu la chose et vous dire que oui, si aujourd'hui vous faites partie des gens qui se projettent sur un cycle qui trouve son terme entre 100 et 150 000 $, vous reverrez très certainement, en tout cas, c'est la façon que j'ai de réfléchir aujourd'hui par rapport aux datas qu'on a des cycles précédents, vous reverrez très certainement le BTC en dessous des zones sur lesquelles vous aurez pris des profits. Ça reste hypothétique, bien entendu. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas conseiller financier, mais j'essaie de vous transmettre une manière de penser qui, pour ma part, depuis quelques années, m'a beaucoup servi, m'a permis, Manu et Blue, vous en témoignerez, de prendre des profits à l'automne 2021 et très certainement de garder un bon peu des gains que j'avais réalisés en 2021 sans les rendre au marché. Et aujourd'hui, voilà, je continue d'appliquer exactement la même chose. Et c'est vrai que ça peut paraître pessimiste et pas très aventureux et pas très sexy sur le papier. Ce que je suis en train de raconter, c'est assez froid, c'est assez méthodique, c'est mathématique avec des tableaux de prise de profit et tout. Mais derrière, c'est quelque chose qui fait que je sortirai systématiquement gagnant, en fait, d'un cycle sur l'autre. On en parlait ensemble la semaine dernière, CM, du fait qu'on ne puisse pas, parce qu'on ne le sait pas, vous dire quand est-ce qu'on sera au top et quand est-ce qu'en fait on va repartir dans un marché qui sera baissier. Ça, on ne peut pas le deviner. Mais une chose qu'on peut vous dire, mais qui est vraiment subjective, c'est à partir de quel moment en fait on va commencer entre guillemets à décharger. Et ça peut être une expérience sympa. On aura forcément raison, puisqu'on aura vendu plus cher que ce qu'on a acheté. Donc, on sera forcément en gain. On sera déjà donc content. Mais ce sera sûrement pas le top. Mais en tout cas, ça peut aider dans ton explication de DCA inversé, de dire, bon, bah voilà, à partir de ce moment-là, en tant que Manu, en tant que CM, etc., bah voilà, nous, on n'est pas bearish, mais on se paye. Voilà. Et alors, plus pour une stratégie de sortie que pour des petits profits pris par-ci par-là, entre guillemets. Il y a des bagues qui traînent depuis 2-3 ans dont on veut se débarrasser. On s'en fout un peu à quel prix, du moment qu'au final, on arrive même des fois juste à revenir sur ce qu'on avait eu, parce que croyez pas qu'on n'ait que des positions à 400% dans le portefeuille. Il y a aussi des positions qui ont pris cher et qui n'ont pas vraiment performé depuis, et dont j'attends un petit peu plus de pump pour me débarrasser, mais dont je me débarrasserai assez tôt. Et donc ça, je pense que ça peut être une expérience qui peut être aussi intéressante peut-être pour la commu, de se dire peut-être, ah bah tiens, je ne sais pas si on est au top ou quoi que ce soit, mais en tout cas, eux, ils ont décidé de sortir un petit peu, donc ce sera un peu notre aide. De la même façon qu'on envoyait des textos fin 2022 pour dire aux gens, bah, vous me demandiez quand est-ce qu'il faut rentrer, je vous dis que c'est maintenant. Bah, on me dira quand est-ce qu'il faut sortir, je dirais je sais pas, mais en tout cas moi j'en sors.
Comme disait Rocky Racer, en plus, les profits pris maintenant, on peut les stake, notamment en DeFi, autour de 15%. Alors, ça varie tous les jours. En moyenne, on est entre 7 et 8 plutôt en ce moment sur AAV, si je ne dis pas de bêtises, USDT, USDC. Mais c'est vrai qu'après, il y a des stratégies plus avancées. Vous pouvez aller sur d'autres protocoles que AAV, bien entendu. Et voilà, en fonction de votre appétence au risque et de votre avancement dans la maîtrise justement de ces 10 protocoles et du risque que ça représente, vous pouvez aller chercher du rendement qui est plutôt intéressant. Bien entendu, faites attention à vous. Il n'existe pas de rendement magique en mode si une plateforme essaie de vous alpaguer en vous offrant 20, 30, 40% en vous disant t'inquiète, c'est sûr, ça va bien se passer, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il vaut mieux un 5, 6, 8% sûr sur un protocole éprouvé et sur la couche 1 du risque finalement, qui est vraiment quelqu'un de l'autre côté de l'ordinateur en peer-to-peer va vous emprunter les stablecoins que vous déposez et va vous donner un intérêt là-dessus au travers du smart contract de la plateforme. Donc, c'est vraiment un truc ultra basique. Mais à partir du moment où on rentre dans des stratégies beaucoup plus poussées, du levier, des trucs un peu plus complexes, bien entendu que ça représente un risque bien plus haut. Et à l'époque, on l'a vu avec Terra UST, voilà, c'était la catastrophe absolue, bien que c'était un stablecoin algorithmique, donc c'est encore complètement différent. Mais j'essaie juste de vous sensibiliser au fait de ne jamais aller chercher le rendement maximal. Voilà, sous peine d'en récolter malheureusement pas grand-chose à l'arrivée. C'est toujours une question de risque. Hein. Si c'est très très bien rémunéré, c'est forcément qu'il y a un risque quelque part. Et donc, faire attention. Mais là où tu as raison, c'est sortir trop tôt du bull run en stablecoin pour finir par les faire bosser. Et quand on sera dans les excès, le stablecoin, il sera à 20-30% sur AAV. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, au bout du compte, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'avoir des petits stablecoins qui bossent pendant 2, 3, 6 mois à 20%? Je pense que c'est pas du tout inenvisageable. Bon, bah écoute, ça fait une petite heure qu'on est ensemble. On va peut-être passer aux questions-réponses. Il y avait des sujets d'actu, mais j'ai regardé. Merci Antoine d'ailleurs de nous les avoir retranscrits. C'est des sujets qu'en majorité on a déjà traités sur les quotidiennes, donc on va pas faire des redites. Est-ce que vous aviez un sujet en particulier à traiter? Et sinon, on fera un peu de questions-réponses pendant un quart d'heure avec le chat. Et je pense que ça clôturera gentiment cette petite soirée tranquille. Je regarde moi s'il y avait un truc un peu plus intéressant qu'un autre, mais je pense qu'on a à peu près tout dit pour aujourd'hui. On avait Ether qui est venu chercher les 4000 $, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. J'ai vu que Journal du Coin avait mis en avant que la SEC rejetait l'ETF Sol au comptant, mais a priori, je n'ai pas pu vérifier l'info et je ne sais pas si ça a eu un impact sur le Solana en tant que tel. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre en ce moment? Au final, on est un peu, on tourne aussi un peu en rond aussi par rapport à la phase de marché. Là, pour le coup, j'ai trouvé que la semaine était relativement calme malgré les 104 Bitcoin. Non, quoique c'était même avant ça. Je crois que il les a touchés un petit peu avant. Mais oui, non, là, j'ai trouvé pour le coup que la semaine était relativement calme, qu'il n'y avait pas grand-chose forcément à dire, mis à part, voilà, comme tu l'as dit, les ETF Sol, j'ai vu passer l'info autre part que le JDC sur le fait effectivement qu'ils avaient été rejetés. Après, là, il y a Microsoft, si je dis pas de bêtises, qui doit recevoir Sailor pour leur shield un petit peu BTC. Derrière, tu as aussi Amazon qui réfléchit à potentiellement mettre une partie de ses réserves, une infime partie de ses réserves, je tiens à le dire quand même, sur Bitcoin. Mais voilà, après, mis à part ça, c'est plus des entreprises américaines qui se mettent à la mode d'acheter un petit peu de Bitcoin pour dire que qu'elles en ont et potentiellement booster un petit peu leur stock. Ouais, ça c'est effectivement possible. Il n'y avait pas effectivement énormément de news. Je pense que là, ce que le marché attend est en train plutôt de pricer, c'est les taux américains mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises.
Ouais, mercredi, ça risque d'avoir un impact aussi par rapport aux États-Unis, en effet. Ouais. Si on a un peu si l'inflation repart un petit peu à la hausse, on risque de pas avoir de baisse de taux. Et à mon avis, c'est ce qui est potentiellement en train d'être pricé en ce moment avec la baisse de ce week-end et d'aujourd'hui. Si finalement c'est pas le cas, bah, vous verrez qu'au final, là, on a une attitude un petit peu défensive. Si jamais c'est pas le cas et qu'on perd 25 points, 25 BPS, enfin 0,25, je veux dire, mercredi, bon, c'est reparti comme en 40. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. On va attendre. Ça se protège. C'est marrant parce que effectivement, quand on regarde les avis sur Polymarket, ouais, ça a l'air de plancher aussi sur un moins 25 BPS, donc moins 0,25% en l'occurrence. Ah, si on a un moins, attends, je vais aller regarder, mais si on a un moins Fed Decision in December, ouais, tu as raison, on est à non, on est à 40% pour quoi, attends. Fed Decision. Yes. Ouais, je crois que du côté de Polymarket, c'est marqué le 18 décembre, mais ça doit être une erreur. Tu vois. Oui, non, tu as raison. Ils mettent 87% pour une baisse de 25 BPS et 13% pour pas de changement. Donc c'est très bullish, quoi. Donc, ça se trouve, on a juste une baisse pour pouvoir mettre le levier plus bas hein, pour commencer son long. Hein. Les gars, ils disent oh, je ne vais pas commencer à 104 000 quand même, on va essayer de gratter un maximum. Mais si on a une baisse de 0,25 là, mercredi, ah oui, bah là, les 100 000, je pense qu'il y a des chances qu'on les voit passer rapidement et qu'on ne les revoit pas de sitôt pendant ce bull run en vrai. Il y avait Nico ça va encore laisser tout le monde sur place, tu le sais. Il y avait Nico qui demandait est-ce qu'on est plus heureux en bull run même si toxique par l'euphorie ou en bear quand on peut prendre le temps malgré la morosité ambiante? C'est une bonne question hein, parce que des fois on est tellement après dans le jus pendant le bull qu'on en vient à attendre la période d'accalmie qui vient après. Tu vois. Moi je dirais qu'on n'est pas encore fatigué, que ça n'a pas commencé depuis assez longtemps. Ça fait, on va dire, si ça a commencé en janvier, ça fait 1 an. Et cette année, elle était quand même forte en émotion, mais c'était, voilà, comme dit Greg, c'est palpitant. Enfin, Jacques, c'est palpitant, mais c'est pas encore fatigant, c'est pas encore usant. Je pense que vraiment, c'est quand la phase d'euphorie arrive et qu'il y a tellement de bruit, tellement de shitcoinerie, tellement de gens qui débarquent, d'experts, etc., qui massacrent en fait le cerveau, que là, ça devient fatigant et d'ailleurs, ça, c'est un indicateur exit bull run hein, qu'on pourrait rajouter. C'est quand on en vient à souhaiter le bear market, c'est qu'on a peut-être eu assez de bull market. Mais en tout cas, moi, j'en suis pas encore dans cette optique-là. Hein. Moi, j'en ai pour l'instant pas encore marre. Le bear market a été quand même particulièrement éprouvant psychologiquement et il fallait être intéressé pour rester. Hein. D'ailleurs, on a eu pas mal de messages de gens qui nous avaient quittés en 2021, 2022 et puis qui là découvrent la moustache de Marc en 2024 et sont subjugués et heureux de revenir, quoi. Tu vois, pour voir ce genre de en plus d'un BTC à 100 000. Quoi. Alors, je suis à moitié d'accord avec ça, tu vois. Autant je suis d'accord que la situation actuelle est bien plus éprouvante que le bear market qu'on a eu depuis 2022. Mais si tu veux, entre 2022 et 2024, c'était quand même une situation assez spéciale où, si tu veux, en gros, c'était le bear market. Objectivement, c'était compliqué de pouvoir monter des projets, etc. Mais tu sentais qu'il y avait régulièrement des infos, tu vois. En gros, on sentait que la blockchain était en train de monter ses propres verticales et que c'était compliqué de pouvoir tout suivre quand bien même on n'était pas encore en bull run. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais oui, tu as raison. Après, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. On est mieux en boule qu'en bear, hein, quand même. C'est vrai aussi.
Ouais, ça, il n'y a pas à dire. C'est une période qui est agréable, on va dire, et on va pas dire le contraire, mais c'est vrai que nous, maintenant, on a le recul nécessaire aussi pour le vivre un peu plus sereinement. Mais pour ceux pour qui c'est la première fois, accrochez-vous. Ouais, c'est épuisant de voir autant de flux d'infos, de voir tous les tokens tous les 4 matins sur Twitter, le voisin qui a fait X, la capture d'écran d'un échange à levier où le mec que vous suivez vous met un profit géant. Et enfin, c'est tout plein de trucs qui, au final, au début, à la fois vous frustrent et vous envoient pas forcément dans la bonne direction aussi. Donc, ça peut être, je pense, extrêmement épuisant, hein. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait un petit témoignage en début 2021 quand tout montait frénétiquement. Et ça m'était resté puisque c'était sur Instagram. Et c'était un gars qui était je sais plus, en école là aux États-Unis, tu sais, à Harvard ou un truc, un gros cursus, mais c'était un Français. Et en gros, il était major de promo, genre le mec, le sportif de l'école, la tête. Il m'avait fait un long laïus pour me dire je réussis tout dans la vie. Et là, dans la crypto, il était en train de perdre pied complètement. Il dormait plus la nuit. Les résultats commençaient à chuter. Il était en train de perdre son fric en plein bull run quand tout montait. Et en gros, il me disait, voilà, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je réussis tout jusqu'ici. Et maintenant, quand j'investis dans les cryptos, je perds tous mes moyens. Et tu vois, ça m'était resté ce truc de me dire qu'il y a des mecs, ils sont bien câblés psychologiquement, ils sont sportifs, ils réussissent, et tu as ce truc qui leur tombe dessus de la psychologie liée à l'argent, à la spéculation et à la surinformation qui arrive à un moment donné au cours du bull run, et c'est juste catastrophique. Et je me suis dit, si ça impacte autant quelqu'un qui va bien dans sa vie en général, imagine quelqu'un qui va pas bien. Ça doit être mais affreux, quoi. Ah, Donc mais bon, non, mais- c'est pas pour faire voilà, hein, une fois de plus l'oiseau de mauvais augure, mais c'est juste pour rappeler que c'est pas un long chemin sans sueur et sans souffrance, hein, loin de là. Non, clairement. Si Et tu... puis- Ouais, vas-y, Ah, vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Bah, en vrai, je voulais dire, si tu rajoutes une couche de stress et une couche d'anxiété en plus de ce que tu vis, forcément, si t'es pas déjà un peu équilibré et que t'es pas dans une bonne dynamique, forcément, putain, ça peut pas réussir. Le monde crypto, même le monde de l'investissement, mais le monde crypto en particulier, ça va tellement vite, c'est tellement fort à la hausse comme à la baisse, que tu peux très vite perdre pied si jamais t'as pas déjà des appuis solides. En règle générale, c'est pas simple de manipuler de l'argent, hein. Que ce soit le marché financier, une entreprise ou même ton budget mensuel, j'ai envie de dire, surtout en ce moment. C'est de toute façon toujours l'argent, c'est quand même un sujet qui, quand on s'en occupe, il est assez anxiogène et l'idée, c'est de pas avoir à trop regarder, à trop avoir à s'en occuper. On dit souvent, hein, un bull run réussi, c'est quand tu vas au supermarché et que tu regardes pas le prix de ton caddie, que tu le remplis et puis que tu rentres chez toi, tu payes et tu te dis, tu sais pas combien t'as coûté ton caddie. Et ça, c'est entre guillemets la réussite, en tout cas niveau 1. Après, il y en a qui te diront il faut une Lambo et une Rolex, hein, mais ça, c'est d'autres écoles. En tout cas, c'est jamais simple de manipuler de l'argent et c'est toujours une source de stress. Et ça, effectivement, en termes de santé mentale, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et sachant que ce sont des sentiments qui sont exacerbés en bull market. Et si vous n'avez pas l'habitude, si vous commencez à avoir des sommes importantes en portefeuille et que ça commence à vous prendre la tête, écoutez le conseil de CM, payez-vous, prenez des profits et vous verrez que tout de suite, à l'instar d'une cocotte minute où la pression monte, le fait de prendre des profits, de les sécuriser, ça vous fera descendre la pression et ça vous permettra d'avancer un petit peu plus loin. Eh ben, c'est un magnifique mot de la fin, mon cher Manu. Et il y avait Loïco qui disait voilà, de vraiment travailler la psychologie, un aspect qui est nécessaire pour s'exposer sur les marchés. Parce que là, on parle du marché volatile des cryptos. Mais si vous arrivez à vous adapter à un marché aussi difficile que les cryptos, derrière, vous verrez que plus tard, en vous intéressant, ou même si vous venez d'un autre marché, au marché action ou aux commodités, à des trucs qui sont un peu plus soft quand même,
eh bien, une fois qu'on a fait nos armes dans la crypto, la plupart du temps, le reste nous paraît assez édulcoré. Merci à tous d'avoir été là. C'était super cool. On essaie de ne pas faire trop long pour que ça soit aussi digeste du côté de YouTube. Vous aurez le replay demain matin, comme d'habitude. Et Loïco m'a envoyé la miniature du Seigneur, vraiment une miniature aux petits oignons pour la vidéo de demain. Enfin, celle-ci, du coup. Et on vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci Stengarl, Manu et Blue d'avoir partagé le micro. Merci à vous dans le chat. Comme d'habitude, on essaie juste de vous donner nos retours d'expérience, les clés pour vous en sortir. Si le Bitcoin va à 200 000 sur ce cycle, on en sera tous très heureux. S'il s'arrête entre 100 et 150 000, il faut désormais avoir un plan. Et ça n'est pas une option, c'est quelque chose vraiment de tangible, là, dans l'immédiat. Très bonne soirée à tous et continuez d'être prudents. Ciao, ciao. Bonne soirée.